Bonjour, je vais essayer un nouveau truc aujourd'hui. Je vais commenter un tableau pour simplement le commenter. Fait qu'à la place de laisser planer le mystère et de me contredire complètement, je vais juste donner plus de jus que ce qui pourrait en être nécessaire, avec l'intuition que plus c'est mieux. J'ai aussi l'intuition que ça peut me desservir, mais il faut essayer pour savoir. Fait comme ça, j'ai un bon setup pour regarder. Le tableau s'appelle Mending at Nibelheim, le premier adieu. En premier, le titre, parce que c'est ça comme ça qu'on le nomme, est divisé en deux. C'est une chose que je fais depuis quelques années et que je commence à arrêter de faire, mais je le fais pour avoir un titre anglais et français simultanément. Donc, il y en a un des deux qui est en parenthèse. Ça me permet de donner deux sens qui sont absolument incongrus entre eux, mais que pour moi sont simultanément des sources du tableau, des sources d'inspiration du tableau, et aussi le titre est toujours donné à la fin, euh, euh, fixé à la fin, fait que le titre est extrêmement fluide durant le processus de création. Et à la fin, souvent, c'est dans un espèce de moment un peu épiphanique que les titres sont fixés. Fait que Mending at Nibelheim, c'est déjà une référence. Là, ma chaise va grincer l'enfer. C'est une référence à Final Fantasy VII. Nibelheim, c'est la ville où Cloud et Sephiroth sont nés, je pense. Ou en tout cas, c'est là que le protagoniste est en lien avec l'antagoniste. Fait que. Puis Mending, si je me rappelle bien, c'est faire amende. Faire amende honorable. C'est rejoindre. C'est ça? Il me semble qu'il y a une réconciliation là-dedans. Là. Things to be repaired by sewing or darning. Ah, c'est ça. Parce que c'est aussi c'est un enchant dans Minecraft. Fait que j'avais checké la définition à ce moment-là. Puis ça marchait avec moi. Fait qu'il y a quelque chose qui est réparé, que tu couds ensemble. Fait que c'est comme une description de l'entrelacement qui est une réparation, en fait. Qui est en fait un embrassement de deux êtres qui s'étaient perdus et qui se retrouvent, donc qui se réunissent dans. C'est vraiment un bon tableau, ça. Et qui se réunissent ensemble pour reformer un tout. Ça, c'est bon, ça, c'est le titre. Parce que, comme je fais les références de la culture pop sont tramées, sont sous-tramées à l'intérieur d'elles-mêmes pour donner un nouveau sens. Fait que déjà là, Minecraft a quelque chose à voir avec Final Fantasy, mais juste dans les usages des mots qui sont disponibles dans ces jeux-là. Donc, c'est à ce niveau-là que j'adresse le fan art ou toute la culture que moi j'utilise juste comme personne de la culture pop, là, comme population. Je suis moins à l'aise avec ces disponibilités-là culturelles de ce que je suis en fait. Là. Je sais pas si je suis vraiment j'ai la même position de consommateur qu'un autre consommateur parce que moi je régurgite la consommation que j'ingère contrairement à un autre consommateur qui lui fait simplement la consommer. Moi, elle nourrit ma pratique artistique. Fait que je sais plus vraiment si j'ai le même statut qu'un simple consommateur, vous comprenez? J'ai plus l'impression d'être comme un cinéaste qui regarde un film, il est un peu en train de travailler pendant qu'il regarde un film. Fait que j'ai plus cette... Bref. Ouais, c'est vraiment un beau tableau, ça. Ah, c'est le fun, ça peut être cool. Peut-être que je peux dire des affaires que j'ai jamais entendues. En premier, on dirait que je joue à l'historien d'art, c'est ça que je fais. C'est deux personnages qui sont en train de se faire une colle dans un lac, qui ont de l'eau jusqu'aux hanches. Ils sont comme sur le bord du lac, là, sont avec les fougères, sont dans une eau peu creuse. On comprend que le lac s'étend beaucoup plus loin en arrière, donc c'est un peu plus profond.
On est sur le bord de la rive un peu, là, dans les marais. Là, un mot pour ça. Des montagnes en arrière qui se déploient. On a une espèce d'atmosphère un peu du soleil levant au soleil couchant. Là, le soleil est à l'air. C'est pas trop bon, on va dire qu'il est. Comprenez? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des nuages, il y a un avion qui passe dans le ciel derrière. Il y a une traînée d'avions. Il y en a deux, trois qui se croisent en fait. Ici, il y en a une qui est un peu balayée par le vent, fait qu'il s'est déformé. Fait qu'il y a une activité assez importante dans le ciel. La peinture. On est déjà tout de suite amené à une question sur la représentation. On dirait qu'il y a des petites fées qui tournent autour des personnages. Et au centre du tableau, il y a de la typographie, il y a des données. Les données sont les données du tableau. Fait que c'est le titre, le nom, le créateur, l'année, le matériau. Et la taille. Et le code également. Le code d'inventeur. Voilà, je pense que ce serait ça la description à premier coup d'œil. Ah, je sais pas hein, comment. C'est bon de faire ça parce que le monde peut voir à quel point je comprends pas qu'est-ce que je fais. Mais je le comprends, mais c'est juste que je le fais, puis après ça c'est le temps de réfléchir après. L'histoire avec les petites fées, où en fait le problème qu'on est levé là, c'est que quand on est en face de la peinture, donc déjà, je suis à la limite de l'image, quand on est en face de la peinture, on comprend que c'est une technique, c'est des interventions picturales, comme un collant. C'est comme des bouts de peinture collés sur la peinture, et c'est des bouts de peinture qui sont peints à l'extérieur du tableau, sur un écran, calqué, d'après des formes sur Internet. Donc là, le tableau, dans son processus de création, est dispersé. L'activité picturale ne se passe pas en entier sur le tableau. Il y a une partie de l'activité picturale du tableau qui provient d'ailleurs. Ça, c'est très important pour ceux qui ont un cœur à la phénoménologie, parce que ça veut dire qu'il y a un autre régime phénoménal de peinture qui est amené dans la peinture initiale. Ça, moi, je trouve ça important. C'est important, en fait, de ce point de vue-là phénoménologique, parce que ça produit une rupture. Ça produit une rupture du processus assez commun de peinture où le champ de bataille est la trame principale. Le 40-36, tout se passe là-dessus. Mais sauf que là, on fait un autre processus. Quelque part, c'est vraiment comme du collage. C'est vraiment ce que le collage fait. C'est juste que c'est. Sauf qu'ils n'ont pas vraiment. Ce qui est conduit par le collage, c'est l'intuition d'une potentialité de couplement de l'intervention extérieure. Mais ce qui est fait là, dans l'espèce de dispositif de peinture, c'est un transpercement de la surface de peinture, mais un transpercement spatial et temporel. Fait que la peinture est peinte ailleurs et elle est reconstituée plus tard. Ouais, puis ça, je trouve ça quand même fucking nice. parce que là, je le pousse vraiment pas loin, mais on pourrait rapidement arriver à un substrat conceptuel très, très, très juteux avec ça. Ouais. Que je poussais plus tard, là. Je veux dire, il faut déjà faire une chose à la fois, là, mais je le vois très bien comment deux personnes peuvent peindre la même peinture, pas à la même place. C'est envoyé, faire du. C'est parce que le collage, son esprit est que c'est pas toi qui produis les bouts d'image que tu fais. D'ailleurs, le collage est comme une espèce d'entité qui réfléchit le média, ou qui réfléchit notre médialité avant son temps. Manipulation de produits médiatiques non originaux de l'artiste.
Là, ici, moi, je suis allé calquer des formes, dont, effectivement, qui sont pas originales de moi, mais la peinture est le premier médium de transfert. J'ai sans doute mis cette information-là un peu ailleurs, mais la peinture est peinte sur une pellicule de polythène qui, elle, est déposée sur un écran d'ordinateur. Et en fait, ben, je fais simplement calquer la forme en peinture. Et avec une légère technique de gel que je mets avant sur le polythène, ça permet d'agripper la peinture, les activités de l'action de peindre. Et ça fait aussi que quand c'est le temps de décoller, parce que c'est un processus de décoller sur le polythène, parce que l'acrylique n'adhère pas au polythène, et ben ça se passe beaucoup plus facilement. Fait que, long story short, je me fais un petit collant, puis il fait partie de ma peinture. C'est un processus qui a pris fin, qui a pris départ à la fin. Qui a pris départ à la fin. C'est compliqué, qu'est-ce que je dis? Et c'est la première fois que j'ai fait ça sur un tableau. Pour moi, c'était une étape. Ah, c'est ça que je fais, je parle de l'émotif. Pour moi, c'était une étape importante parce que j'étais en processus émotionnel. J'avais l'impression de manquer de pouvoir sur mes tableaux. Puis je me rappelle le premier que j'ai collé, je pense que ça doit être le petit chat. Je pense que c'est le petit chat ici. Puis j'ai beaucoup pleuré parce que j'avais comme reconquis le pouvoir sur ma peinture. C'était comme une action C'était une action puissante pour moi. Et la dernière intervention, conséquemment, que j'ai faite à partir de ce moment-là, il y a eu la suite des petits collants. Mais la dernière action, ça a été de poser ça, je pense que j'ai un. Je pourrais l'ouvrir aussi en détail. Là. Donc, c'est ici. Qui est les données, là, que c'est très. Ça, c'est très prémédité, hein, évidemment. Puis là, je vais voir si ça enregistre encore. Excusez-moi. Le jeu avec les plus petites figures, c'est un jeu qui souhaite atteindre cette comparaison-là de fait, de présence qui rend la lecture symbolique un peu plus déphasée. Mon mot à moi, c'est transparente, mais c'est pas le bon mot. C'est pas un mot que les gens vont comprendre. Mais ça fait que tu te demandes si la représentation, elle est inclue dans l'image représentée. Évidemment, elle ne l'est pas, mais c'est justement sur cette ligne-là qu'elle est effective, je pense. C'est comme à la fois dans l'image et à la fois sur l'image. À la fois dans le trompe-l'œil, l'effectivité représentationnelle, et à la fois sur l'image, sur la peinture. Puis quand on est en présence physique de la peinture, c'est assez clair que c'est juste que la polarisation de l'effectivité symbolique du geste est très claire, à mon sens. Comme là, les Kirby là, qui marchent sur le fil, fait qu'il y a une espèce de considération de la physicalité de la scène, t'sais. Le gazon il penche, il y a des petites créatures dessus, fait qu'il marche sur le gazon, il y a la gravité. T'sais, on continue une espèce de production d'une réalité là, figurée, mais qui est en parallèle à la réalité. Ce qu'on fait quand on fait du 3D, ou en tout cas qu'on le fait pour... c'est classique. Ce serait tout ça? Là, je me perds. Mais je pense qu'on comprend très bien de quoi je peux parler. Là. Il y a une fidélité de la représentation. Fait que les petites filles qui tournent. Là, j'en ai pas fait qui rentrent derrière. Je voulais en faire une, mais je trouvais ça too much. Comme par exemple la couper à moitié, là, puis voir qu'elle passe derrière. C'est une technique très facile là, pour montrer qu'il y a plusieurs plans. Qu'il y a une tridimensionnalité ou sinon juste une profondeur. Ce qui est une tridimensionnalité. Il y a le petit... il y a le petit chat dans la banane. Ça, c'est mon préféré. On peut l'appeler Bobette. Fait qu'au sujet de la peinture, là, j'ai même pas encore parlé du cœur.
C'est un personnage noir et blanc qui a comme plus de matière. Là. Il est complètement noir, il n'y a pas de reflet, il n'y a rien. Ses mains sont blanches, sont plus lumineuses, qui se retrouve avec un personnage chromatique qui est de toutes les couleurs. Le personnage chromatique a des petites écailles. Les deux sont en train de s'entrelacer. Il y a apparemment déjà une espèce de cue sur la physicalité de leur... Ah, c'est vraiment un bon tableau, ça. Sur la physicalité de leur propriété, ou en tout cas, sinon, la physicalité du noir. Là. Ben, en fait, la question serait là, c'est comme lequel qui est pas physique. Là. Mais bref, leurs deux coups se fusionnent, fait qu'il n'y a, a pas de physique. Là. C'est le modèle 3D que j'ai juste comme rentré dans l'autre, puis que j'ai utilisé justement cette propriété-là de pouvoir toujours comme traverser les formes sans physique. Ça prend pas la place prédominante du tableau, mais à un moment, pour moi, parce que ouais, c'est un peu ça la vidéo aussi. Pour moi, c'est important parce que ça veut montrer que les yeux de chacun sont comme dans la tête de l'autre, surtout les yeux de l'arc-en-ciel. Là. Fait qu'on pourrait continuer puis se demander comme qu'est-ce que ces yeux-là voient, tu sais, ou sans doute activer l'allégorie que l'un voit dans l'autre. Puis que c'est un peu ça qu'il y a au soubassement de l'étreinte. C'est une capacité de vision. Une réconciliation de la vision. Avec une relecture comme ça que je fais maintenant, je vois que finalement, les données qui sont au plein cœur du tableau sont ce que nous, on a à voir de ça. Le cœur du tableau, c'est par ça je veux dire le centre du tableau. C'est ça, le centre, il y a comme le centre de la surface. C'est cool! Il y a le centre de la surface du tableau, puis il y a le centre du tableau, puis tous ces centres-là sont effectivement découpés, un non affectant les autres, dans une dimension un peu hallucino-allégorique que je monte à voir, qui est juste comme si tu essaies de comprendre ce tableau-là, tu es déjà dans une espèce de labyrinthe où beaucoup de choses sont déconnectées d'une représentation figurative standard. Damn, ça roule, hein? No shit, man. Après, regarder mes propres tableaux, ça me fait du bien. Who would have thought? Fait que... Ok, on va continuer. Quelle heure qui est? 6:40. C'est drôle, ma petite main, comme pareil. Pour moi, le noir et le noir, l'absence de lumière. Le noir, c'est l'absence de lumière. Puis l'arc-en-ciel, c'est évidemment la présence de la lumière, mais c'est la présence de la lumière divisée. Là, je pense que je vais rusher un petit peu s'il faut que je décide pourquoi le noir a les mains blanches. On peut y aller, là, ça paraît tout de suite que finalement, c'est peut-être le noir qui donne l'input de couleur à l'arc-en-ciel, tu sais. C'est pour ça que l'un a tant besoin de l'autre. Parce qu'au final, disons qu'on en regarde, là, puis qu'on fait une séquence, là, de cette main-là à ici, là, qu'on fait une ligne droite, proto-conceptuellement, ben, tu passes quand même de ton blanc, de ta couleur unie à ta couleur prismatique, à ta couleur anthropique, là. Celle qui se perd dans le noir, tu sais. Parce que finalement, l'arc-en-ciel, c'est quand même bien juste un moment de division de la lumière. Fait qu'on on est bien content de parler des différences puis tout, mais de mon point de vue à moi, il faut aussi qu'on parle de où c'est qu'elle s'en va la lumière après être divisée, puis c'est dans le noir. C'est dans l'entropie, c'est dans l'abysse, tu sais. Fait que moi, je suis pas capable. C'est évidemment ça que je peux pas faire. C'est toujours juste être du côté d'apprécier l'arc-en-ciel comme une chose finie. La vraie fin de l'arc-en-ciel, c'est l'abysse.
Ces deux choses-là sont constantes en même temps. C'est le blanc, division de la lumière, abysse. Ça, c'est bien important. Puis si vous regardez mes tableaux, c'est sans doute un des concepts les plus forts qui est... il y a toujours une parcelle noire qui complémente tout le reste, puis c'est pour balancer une espèce d'équilibre, un peu comme chromatico-cosmique. Chromatico-cosmique. Oh yeah. Ok, fait que... Cette scène-là, les hanches dans l'eau, a été influencée en premier par l'été, par le canot. Quand je fais du canot, j'adore regarder les reflets de l'eau, l'effet physique de l'eau, surtout quand il y a des petits gazons là, en dessous, là, comme ici, là, qui passent en dessous du canot, qui sont toujours d'un vert complètement arrachant. Puis, toute cette ambiance-là, finalement, planéaire et à la fois tellement verticale de faire du canot, t'sais. On est sur la surface de l'eau, c'est juste un espèce de grand horizon sans fin. Puis, en fait, il y a un déploiement inférieur puis un déploiement supérieur avec les arbres partout autour ou avec juste la profondeur de l'eau qu'on ne voit pas. C'est un moment allégoriquement très stimulant pour quelqu'un qui pense comme moi, là, une espèce d'ambivalence entre le monde transcendantal et le monde physique. Fait que c'est évidemment une scène que j'aime bien, puis je pense que quelque part, si j'ai voulu que ça soit ça soit pas très loin d'une scène pas de la nativité, mais d'une scène du baptême. Parce que, je vais juste vérifier si mon vidéo tourne encore. Pourquoi? Est-ce qu'il aurait arrêté? Non, je peux pas me regarder par contre. C'est une scène du baptême, en fait, ça serait une scène du deuxième baptême. C'est une scène du retour. Mais comme c'est un retour en gloire, c'est un retour. C'est un retour sauveur? C'est comme un... God, je sais pas. Mais en tout cas, vous comprenez. Je voulais lui donner la même amplitude inauguratoire qu'un baptême. Ouais, ça c'est bien ici. Puis l'eau, j'ai vu qu'elle s'est replacée à plein d'endroits, l'eau. Je pense que ce qui émerge... Ah oui, puis il y avait ça aussi là-dedans. Ce qui émerge de l'eau est comme quelque chose qui émerge nouveau, mais surtout quelque chose... C'est de cela que les choses émergent. La vie vient de l'eau, tu sais. Fait que mettre les personnages comme ça qui sont torse au-dessus, en tout cas immergés à hanches, mais on peut aussi dire émergés après les hanches. Influence cette lecture-là. C'est sûr que j'ai toujours l'histoire de la peinture en tête, fait que, comme là, le baptême, c'est pas vraiment pour se lier au judéo-chrétianisme, mais au final, l'efficacité du thème que le baptême utilise est la même efficacité que je veux utiliser. Fait on peut rapidement parler du baptême, mais c'est de là que la référence s'arrête, j'ai l'impression. Ou c'est là qu'elle s'arrête, c'est là qu'elle se couple. Elle redevient une méta-influence, puis ça nomme le baptême comme tel. Damn, c'est pas clair, qu'est-ce que je dis? Mais c'est pas grave, moi je me comprends. Fait que si vous suivez pas, c'est votre problème. C'est... Les écailles, parce que les deux personnages, pour moi, ont une énorme signifiance. Ils reviennent constamment. À mon sens, c'est les deux parties de mon être. C'est les trois parties de mon être. Fait que j'ai mon cerveau droit et mon cerveau gauche, mon sens créateur, mon sens fougueux, puis mon sens logique, puis mon sens analyste. Et jusqu'à très récemment, parce que très récemment, j'ai senti que ces deux parties-là ne se communiquaient plus. Mais je l'ai senti parce qu'ils ont recommencé à se communiquer. Je pense que j'étais juste dans une espèce de slumber éternel. Ou en tout cas, j'avais de la misère à vivre. Fait que ça devait être à cause de ça. Parce que quand ça s'est reconnecté, j'ai fait wow! C'est le fun quand tout le monde se parle. Puis ce tableau-là utilisait ce sentiment-là d'un retour à la connexion de tout le monde.
Le troisième aspect serait plus absent dans ce tableau-là, mais ça serait les données au centre. Ça serait comme l'existence factuelle, j'imagine. Ce qui est possible lorsque les paires archétypaux se parlent, là, étant donné, ben tu sais, les paires archétypaux, je pense que c'est ça, les cerveaux, là, le bicameral mind, là. On pourrait appeler ça les paires archétypaux, là. Apollon, puis Dionysos, là. Puis en fait, que là-dedans, je me demande tout le temps, on dirait que j'hésite. On dirait que j'hésite. J'ai l'impression souvent que Apollon, c'est le chromatique, puis que le noir, c'est Dionysos. Simplement parce que c'est comme ça que ça m'apparaît dans mon esprit synesthétique. Mon cerveau gauche m'apparaît comme un cerveau lumineux, un cerveau plein de couleurs, un cerveau prismatique. Et mon cerveau droit m'apparaît comme juste un gros crise de trou. Mais un trou, c'est juste une grosse fenêtre. C'est de là, puis c'est une ouverture, tu sais. Puis justement, c'est l'ouverture à l'abysse. C'est l'ouverture c'est par là que le monde rentre aussi, tu sais. Fait que c'est la forêt. C'est le vrai sauvage. Au sens où moi j'ai une carte, mais tu sais, elle n'est pas pratique pour tout le monde. Fait que ouais. Mais je pourrais faire une autre vidéo la semaine prochaine, puis ça serait différent. Mais c'est comme ça que je le sens vraiment. Mais c'est les mains que j'ai encore un peu de misère, tu sais. C'est pour donner du pouvoir à ce côté-là, parce que même s'il serait absent, puis comme un grand trou, ben c'est comme. Il reach out, tu sais. Il est actif. C'est peut-être justement parce qu'il a réussi à être actif et à éliminé ses mains qu'il est capable de faire une étreinte au côté, lumineux, au côté apollinien. Apollonien? En tout cas, ce côté-là. Fait. Les interventions après sont des interventions de célébration. Comme j'ai dit au début, il y avait comme une rupture de la peinture. C'est une peinture que j'arrivais pas à finir. Souvent, j'arrive pas à finir mes peintures. Ben, le moment de la fin est toujours un moment comme un peu. Puis c'est un moment de confusion, c'est un moment de pourquoi je fais le tableau anyway. J'ai poussé le tableau à un endroit vraiment le fun, puis je peux plus le briser. Puis en fait, j'avais avant une recette, là. Pas une recette, mais une façon, une méthode pour terminer le tableau, tu sais. Puis c'était arriver, reposer, puis faire une action très rapide, de 15-20 minutes, une heure, ou en tout cas qui peut prendre le reste de la journée, mais qui est une action irréversible. Irréversible. À la toute fin du tableau, il faut que je fasse une action irréversible sur le tableau. Puis c'est là que. C'est là qu'il y a une saisie. Là. C'est là que le tableau devient puissant, à mon sens. Puis je pensais que les petites. C'est drôle, hein, parce qu'en fait, le tableau s'amène, puis t'as toujours des millions d'idées pendant que le tableau s'amène, parce que, en tout cas, moi, je préconise le moment de la fin, tu sais. Puis souvent, je le sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse à la fin. Puis mon petit griffe de jeu à tourner autour du pot, ben, c'est peut-être le jeu psychologique que je joue avec moi-même, mais au fond, souvent, je sais qu'est-ce qu'il y a à faire. Mais peut-être qu'il faut que. Je sais pas. Ça, c'est le secret de l'atelier, là. C'est le secret de l'atelier. Des fois, il faut que je me couche vraiment tard. Il faut que je boive de la bière. Il faut que je sois scrap. Il faut que j'appelle le démon, là. Pour faire une action complètement conne, mais si bol, c'est comme une espèce de petit rituel. Tu sais, comme là, j'ai collé. Parce que coller le petit data, là. Je peux-tu juste scroller comme ça? Non. Ok. Coller le petit data comme ça, c'est un sale coup, tu sais. Quand il est pas là, le tableau a l'air terminé. Fait que ton gars, t'as des gros réflexes, c'est comme, fais-le pas, le tableau est terminé, tu sais. Puis là, c'est le doute. Puis au final, il y a le moment où tu le mets, puis t'es juste comme, ben non, tu sais. Le tableau sert quelque chose de plus gros que juste le tableau, tu sais. Puis c'est ce qui finalement fait que le tableau est un tableau, mais c'est ce qui fait que le tableau est mon tableau. Puis pour ça, ben, ça a l'air qu'il me faut du courage en tabarnak, puis qu'il faut que je sois scrap à 4h du matin. Fait que c'est pas les meilleures habitudes de vie, mais pour l'instant, c'est ça. C'est ça, tu sais. Puis agir comme j'ai envie d'agir, ben faut que j'arrête d'essayer. Là.
d'agir autrement, tu sais. Je pense que le but, c'est sans doute pas de faire ça à chaque semaine. Mais je l'ai fait avec énormément d'images que j'ai releasées en 2020 vers la fin de l'année, puis le travail est bon. Le travail est bon, tu sais. Ah, je suis en fait fatigué. Faisons faire ça. Ça fait-tu 30 minutes? J'ai quelque chose à dire. Non. Non, c'est tout. C'est ça. Bye!